Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo, en fait troisième, mais bon, le deuxième épisode donc, de cette série sur les bases de la chimie organique. Cette fois-ci on va essayer de faire un petit peu de formalisme sur les différents nombres quantiques, pour du coup essayer de formaliser un petit peu les couches électroniques et les sous-couches électroniques dont j'ai pu parler dans les épisodes précédents. En gros, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que j'ai essayé de vous introduire un petit peu au tableau périodique des éléments et à la manière dont se répartissent ces électrons autour des noyaux. Donc on en arrive à déduire la règle de l'octet et la règle du duet, qui nous ont permis en fait, in fine, de construire les différentes molécules possibles, et notamment du coup d'arriver à une formule de représentation qu'on appelle la formule topologique, qui est utilisée universellement pour représenter des molécules. Formule qui est donc non ambiguë et tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Et bien justement, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est donc de formaliser un petit peu ce remplissage de couches électroniques, notamment en parlant des fameux 4 nombres quantiques, les fameux, et du coup en voyant toutes les règles qui découlent de ces nombres quantiques, donc notamment le principe d'exclusion de Pauli, la règle de Kleczkowski et la règle de Hund. Ces règles du coup tendent à essayer d'expliquer, ou en tout cas permettre de retenir pourquoi est-ce que on remplit donc les couches électroniques telles qu'on les remplit en fait. Donc, par exemple on avait pu voir qu'on s'arrêtait de remplir la couche 4 pour recommencer à remplir la couche 3, enfin quand on avait des petites choses un petit peu bizarres. On va essayer de comprendre ici tout ça avec ces règles là. C'est encore un épisode où on va relativement travailler sur le tableau périodique des éléments, donc je vous invite encore une fois à l'avoir en tête, je vais vous refaire une petite esquisse rapidement. Et c'est également, désolé j'ai tapé dans la caméra, et c'est également l'épisode qui n'est pas si important que ça en fait, dans la chimie organique, dans le sens où on peut en réalité faire de la chimie organique sans connaître tout ce que je vais raconter là. Simplement, ça reste quand même pour moi des bases qui sont importantes lorsqu'on va commencer à faire un petit peu de chimie orbitalaire, puisque du coup là on va s'amuser à remplir en fait des couches électroniques, et c'est typiquement ce qu'on fait quand on s'intéresse aux orbitales moléculaires d'une molécule. Et c'est des choses qui sont importantes, puisque la chimie orbitalaire, même si je ne sais pas si j'en parlerai encore dans cette série, c'est quelque chose qui est important en orga, dans le sens où, disons qu'on peut faire beaucoup de choses sans ça, mais il y a certaines choses où sans la chimie orbitalaire c'est vraiment technique, notamment pour comprendre certains effets, notamment l'effet alpha, l'effet bêta, ce genre de choses, et certaines réactions qui du coup se comprennent qu'avec la chimie orbitalaire, par exemple la fameuse réaction de Diels-Alder, qui est au programme de deuxième année de prépa. Et donc c'est pour ça que ça me semble quand même malgré tout important d'introduire un peu tout ça. Voilà. Alors, rapidement, donc je vais essayer de réintroduire le problème. On avait un tableau périodique des éléments, c'est super. Donc on a vu qu'il était composé d'un élément, super. Ensuite on avait un bloc, alors attendez. Parce que c'est toujours galère de dessiner le bon nombre de blocs, n'est-ce pas? Donc on a vu qu'on avait des blocs de 2, on a vu qu'on avait des blocs qui étaient un petit peu plus longs, des blocs de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, check. On avait également des blocs de 6. Si j'ai pas mal compté, c'est super. Tchac. Et qu'on avait enfin l'hélium qui était un peu tout seul. Donc ce bloc-là fait en tout 10 éléments, ce bloc-là en fait 6, ce bloc-là en fait 2, on a fait des étés appelés ce bloc-là, le bloc S, le bloc D, le bloc P, super, pourquoi ces lettres? On avait pu voir qu'en fait quand on prenait un élément un petit peu au pif, donc par exemple ici je vais tester de prendre l'élément numéro 23, le vanadium, on se souvient que donc, notre vanadium il va avoir un certain nombre de protons dans son noyau, donc évidemment ce proton, le nombre de protons qu'il a est égal au numéro atomique, donc ici 23. Et qu'il y avait ensuite autour de ces protons des électrons qui allaient se répartir. Alors d'abord on en avait 2 qui se mettaient potes, ensuite on avait 2 puis 6 qui se mettaient pas trop loin, puis de nouveau 2 et de nouveau 6, et puis de nouveau 2, et ensuite on recommençait à remplir ici, donc avec les 3. Il y a un insecte qui s'invite dans la fête, et donc ici on commençait à remplir du coup de nouveau la couche numéro 3. On se souvient du coup qu'on avait essayé de numéroter ces couches, donc en appelant cette couche là la couche 1, ah j'ai écrasé l'insecte sans faire exprès, super, donc la couche 1, la couche 2, la couche 3, la couche 4. Et on avait vu qu'ensuite, ces couches du coup étaient disposées soit ensuite de sous-couches. Donc par exemple ici, on voit qu'on a en fait une couche qui est composée d'une seule sous-couche. On avait décidé d'appeler la 1S. Celle-ci, on voit qu'il y en a deux, qu'on avait décidé d'appeler 2S, 2P. Celle-là, il y en a 3, 3S, 3D, 3P. Celle-ci, pour le moment, il n'y en a qu'une seule qu'on avait décidé d'appeler 4S. En fait, on sait qu'on va également avoir la 4F, la 4D et la 4P. Donc évidemment, plein de couches. Comment est-ce qu'on sait qui est quoi? Globalement, on voit qu'à chaque fois qu'on gagne une couche, on gagne également une sous-couche. Donc là, couche numéro 1 a une sous-couche, la 2 on a 2 sous-couches, 3 3 sous-couches, 4 égale sous-couches, et ainsi de suite. Sauf qu'on voit que ça se remplit pas dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on commence par remplir au début la 1, la 2, la 3, puis on remplit pas entièrement la 3, on commence à remplir la 4, puis ensuite on revient sur la 3, on revient sur la 4. Bref, c'est un peu galère. Et de toute manière, on sait même pas pourquoi on les appelle 1, 2, 3, 4, alors bon ça va, parce qu'à la limite c'est l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on les appelle SPDF, etc. Je vous avais dit que j'avais pas forcément d'explication, en fait, bon, j'ai cherché vite fait sur internet, il y a des explications qu'on m'avait pas données, c'est pas le plus important. Mais du coup, la couche S s'appelle comme ça parce que c'est sharp, la couche P s'appelle comme ça parce que c'est principal, la couche F s'appelle comme ça parce que c'est fondamental, et j'ai oublié la couche D, qui s'appelle comme ça, parce que c'est diffus. Voilà. Et à partir de F, on a G, H, I, etc. C'est dans l'ordre alphabétique, parce qu'on n'avait plus d'idées pour les noms.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment pas le plus important, et honnêtement, je sais même pas pourquoi on les appelle comme ça. Je crois que c'est historiquement, c'est les gens qui ont utilisé toute cette théorie, enfin, qui ont développé toute cette théorie des orbitales, qui ont décidé de les appeler comme ça, en référence à leur forme. On verra ça quand on aura le temps, vraiment, quand on fera de la chimie orbitalaire, on aura le temps pour voir leur forme. Bon, c'est vraiment pas très important si vous retenez pas que S c'est pour Sharp et F c'est pour fondamental, hein, vraiment ça on s'en tape. C'est juste que la dernière fois j'avais dit que je savais pas, donc bah, j'ai cherché, et en fait j'ai trouvé. Alors, bon, c'est super, mais du coup, à quoi font référence eh bien, ces différents numéros, ces différentes lettres, et comment est-ce qu'on peut eh bien, essayer de retenir l'ordre dans lequel on peut tout remplir. Alors, déjà, il y a quelque chose à poser. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit des couches électroniques, donc on s'intéresse à des électrons. Les électrons, ce sont des particules qui sont des fermions. Si vous voulez savoir ce que c'est que des fermions, comme je ne fais pas ici de la physique des particules, je vous invite à simplement la regarder sur Wikipédia. Mais en gros, c'est une particule qui a un spin de 1,5, et ça a la particularité, les fermions, de eh bien, avoir des petits soucis. Notamment, les fermions ne peuvent pas être identiques. Alors, pourquoi précisément honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de physique des particules, donc je ne saurais pas vous expliquer en détail. Simplement, le fait que ce soit des fermions parce qu'ils ont un spin de 1,5, eh bien ça fait qu'en fait on va avoir un certain nombre de contraintes qui fait que typiquement on ne peut pas caler une infinité de fermions uniquement dans la couche numéro 1. Si c'était des bosons, pas de souci, on pourrait tous les caler dans la couche numéro 1, c'est des fermions donc on peut pas. Du coup, en fait, on va devoir, eh bien, c'est pour ça donc on a cette distribution qu'on vient d'observer. Et en même temps, il y a autre chose qui est à noter, c'est qu'on fait ici, en fait, eh bien, on s'intéresse à des électrons. Les électrons sont des particules quantiques. Qui dit quantique dit quantification, c'est dans le nom. Et donc, en fait, on va venir quantifier des trucs. Et en fait, c'est pour ça qu'on va venir voir apparaître 4 nombres, 4 nombres quantiques, qui en fait reviennent à quantifier des trucs sur des électrons. Ces 4 nombres quantiques, ils s'appellent donc N, L, ML et MS. N, c'est le nombre quantique principal. Alors, je vais écrire le nombre quantique une fois, après je vais arrêter, parce que c'est bien mignon, mais voilà. Nombre quantique principal. L, c'est également un nombre quantique, et c'est le nombre quantique secondaire. Parfois aussi appelé azimutal. Ouais, c'est barbare, hein. Ok. Ensuite, ML, bon bah vous aurez deviné, c'est le nombre quantique. Alors pas tertiaire, hein, ils ont fait original, c'est le nombre quantique de spin. Et c'est même le spin principal de spin. Pardon. C'est n'importe quoi. C'est pas lui le nombre quantique, lui c'est le nombre quantique magnétique. Et comme M, bah, on a fait logique. Et c'est même le magnétique principal. Et c'est logique à fouiller. Et lui, MS, il y a S dedans, donc lui c'est le nombre quantique magnétique des spins. Alors, qu'est-ce qui représente ces nombres? En fait, du coup, tous ces nombres, ils vont donc être reliés à des quantifications de trucs de l'électron. L'électron, c'est quantique, c'est donc quantifié, et qui dit quantification dit que bah, du coup, il y a des nombres qui vont apparaître. Et justement, tous ces nombres-là vont donc représenter une certaine quantification d'un paramètre de l'électron. Par exemple, pour N, qui est donc le nombre quantique principal, il représente la quantification d'un truc, et c'est la quantification de l'énergie de l'électron. Énergie quantifiée. D'ailleurs, vous connaissez peut-être la formule, qui consiste à dire que l'énergie d'un électron, c'est égal à moins 13,6 sur n au carré en électronvolts. On voit donc ici, puisqu'on a une énergie eh bien, qui a un moins devant, que plus n est important, plus on a une énergie qui va se rapprocher de 0, donc l'énergie qui augmente. Et du coup, forcément, on voit que l'électron qui a l'énergie la plus faible, c'est un électron qui correspond à une énergie n égale 1. Donc bah, c'est plutôt cohérent qu'on commence par remplir n égale 1. Et qu'ensuite on remplisse 2, 3, 4, etc. Bon. Mais je vous ai déjà un petit peu du coup dit ici que les différentes couches étaient donc dénommées par n. Le deuxième nombre quantique, donc le nombre quantique secondaire ou azimutal, lui va être lié au moment cinétique de l'électron. Moment cinétique. Et donc il quantifie le moment cinétique. Le nombre quantique magnétique principal, alors lui c'est un petit peu technique, en fait il est relié à la projection du moment cinétique de l'électron sur un axe. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Encore une fois, je suis pas là pour faire de la mécanique quantique, donc je vais pas expliquer ça plus en détail, ça vous semble chelou, au pire vous pouvez essayer de jeter des yeux sur Wikipédia. C'est vraiment pas de toute manière le truc le plus important de ce cours. Donc ouais, l'objectif là c'est purement en fait d'appliquer ça de la chimie organique, c'est pas de faire de la physique des particules. Donc c'est vrai que je rentre pas trop dans ces détails là. Donc ça c'est projection du moment cinétique sur un axe. Et enfin, le nombre quantique magnétique de spin, comme son nom l'indique, ça traduit donc le spin de l'électron. Et vous savez peut-être que du coup ça vaut 1,5 ou moins 1,5. Là, j'ai déjà commencé un petit peu à vous donner eh bien, des valeurs de ces nombres quantiques. Et en effet, ces nombres quantiques, donc, on va avoir en fait, du coup, des valeurs qui vont pouvoir prendre un certain nombre de valeurs. Donc n, par exemple, je vais lancer en bleu. N, par exemple, en fait, ça va être un entier, qui est donc compris entre 0 et plus l'infini. Donc n,
ça peut prendre la valeur... pardon, je dis 0. Décidément, ça prend les valeurs entre 1 et plus infini. Évidemment, on ne va pas diviser par 0, ça serait dommage. Donc n peut valoir 1, 2, 3, etc. L, donc quantique secondaire, lui va être compris entre 0 et n-1. Donc ce qu'on voit ici, c'est que typiquement quand n vaut 1, elle est obligée de valoir 0, forcément. Mais plus n va prendre des valeurs importantes, plus L va également pouvoir prendre des valeurs diversifiées. ML, lui, il va être compris entre moins L et L. Donc au tout, il va prendre 2n plus une valeur. 2L plus une valeur. Ok, c'est intéressant. Et enfin MS, lui c'est le plus simple. Il vaut soit moins 1,5, soit 1,5. Il appartient à un ensemble moins 1,5. Ok. Alors ça c'est bien gentil. D'où ça vient ces quantifications? Ça vient essentiellement d'équations de mécanique quantique. Donc ça ne nous intéresse pas de montrer précisément ces ensembles-là, ça ne nous intéresse pas de montrer que N est un entier strictement positif, naturel, ça ne nous intéresse pas de montrer que L est compris entre 0 et -1, ça ne nous intéresse pas de montrer que ML est compris entre moins L et L. Si encore une fois vous voulez faire tout ça, faites de la mécanique quantique et faites de la mécanique quantique, décidément. C'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas le propos le plus important ici. Bon, ok. Ce qui va maintenant être un petit peu déterminant, c'est donc de se dire qu'en fait chaque électron, situé ici, eh bien, va avoir une certaine valeur de N, de L, de ML et de MS. Et en fait, à chaque électron, on va pouvoir lui associer eh bien, un quadruplé de nombres. Donc on peut, oui c'est ça, présenter chaque électron par un quadruplé de nombres. On peut le relier à un quadruplé de nombres. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est que les électrons, ce sont des fermions. Et donc puisque ce sont des fermions, en fait, il y a une règle qui apparaît qu'on appelle le principe ici d'exclusion de Pauli, dans le cas des électrons. Et cette règle, ce qu'elle nous dit, c'est simplement que, c'est le principe d'exclusion de Pauli, d'exclusion de Pauli, ça nous dit donc que deux électrons du même atome ne peuvent pas partager le quadruplé composé de N, L, ML et MS. Autrement dit, ils ne peuvent pas avoir les 4 mêmes valeurs exactes de N, L, MS et ML. Ils peuvent en avoir 3 identiques, mais pas 4. Ok. Alors, ça du coup, précisément, donc ça vient du fait que ce soit des fermions, hein, c'est une conséquence directe. C'est exactement du coup ce que je vous disais juste avant, c'est pour ça qu'on va avoir des orbitales qui vont se remplir petit à petit. Puisque, si jamais, sinon, en fait, on calerait simplement tout au niveau d'énergie minimum, et on calerait tout dans, on calerait tout dans cette couche-là. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir un petit peu. Mais déjà, on voit que du coup, ça va venir limiter, en tout cas nous forcer à remplir les électrons d'une certaine manière. Okay. Alors maintenant, il reste encore à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir remplir ces électrons. Et bien ça, c'est la règle de Kleczkowski qui va nous le dire. Alors c'est parfois appelé le principe de Love-Bow, règle de Kleczkowski. C'est important de bien orthographier je dis ça, je l'orthographie mal, Kowski. Voilà, c'est important, respectons nos aînés, mettez pas des K à la place des H. Donc, alors, c'est aussi parfois appelé principe de Love-Bow. Alors, Love-Bow, ça veut dire construction en allemand, je crois que c'est de l'allemand. Bow, ça se trouve, je l'écris mal, de toute façon, je parle pas allemand. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un principe? En fait, c'est une règle empirique qui va essayer de nous expliquer comment est-ce qu'on doit remplir nos différentes orbitales. Et pourquoi est-ce que c'est une règle empirique? Parce qu'il y a des exceptions, il y a des trucs que ça marche pas. Alors voilà, c'est la chimie, il y a des règles, en fait on casse ces règles, on est d'accord, c'est débile. En fait on va voir pourquoi est-ce que ces règles sont parfois brisées, on va voir que c'est malgré tout une logique qu'on peut réussir à comprendre, hein. C'est un petit peu tout le bonheur des sciences expérimentales. Globalement, c'est ce que ça nous dit, c'est donc on va venir remplir nos électrons, on va venir remplir nos orbitales. On remplit les orbitales par niveau, attention, de n plus L croissant, et en cas d'égalité, par niveau de n croissant. Alors là, les surprises. Et enfin, la dernière règle que je vais énoncer, c'est donc le principe, c'est même la règle de Hund. Ce sont les 3 règles qui sont importantes à connaître. Et la règle de Hund, ça veut dire qu'on va toujours essayer de maximiser le spin global de l'atome, en tout cas de la configuration électronique de l'atome, lorsqu'on peut. En gros, toujours maximiser le spin global. Notamment parce que c'est plus stable, en fait, tout simplement. Donc toujours maximiser le spin global de la configuration électronique
électronique de l'atome. Ok, alors on va essayer de comprendre un petit peu ce que nous dit cette règle. En fait, ce qu'on a vu depuis le début avec ce genre de petit schéma que je représente, il n'y a que moi qui représente ça comme ça, et je l'ai fait parce que c'était un petit peu rudimentaire au début pour vous expliquer. En fait, personne ne représente ça comme ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on va simplement venir écrire. Alors, en fait, chaque couche que j'ai appelée jusqu'à présent, en fait, on va placer une orbitale désormais. Une orbitale, c'est un endroit dans lequel on peut placer des électrons. Par exemple, voici une orbitale. On représente en général ça par un trait vertical. Ensuite, cette orbitale, on va la peupler d'électrons. Et les électrons, on représente en général ça par des flèches, soit vers le haut, soit vers le bas. Pourquoi vers le haut, soit vers le bas? On va voir que c'est lié au spin de l'électron. Et donc ça, par exemple, on vient d'obtenir une orbitale ici. Alors imaginons que je vais essayer de représenter les orbitales du vanadium. Donc on représente un spectre d'énergie, on va dire qu'on représente ici les orbitales du vanadium. On va avoir ici une petite orbitale qui va être tout en bas, ça va être l'orbitale S. Hop. Ensuite on va avoir notre orbitale 2S, puis notre 2P, puis notre 3S, puis notre 3P, puis notre 4S, et notre 3D. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je représente tout ça comme ça, et pourquoi est-ce que je sais qu'elle s'appelle un S, un D, etc. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a donc commencé par dire que chaque orbitale, par exemple cette orbitale-là, on va dire que je la remplis d'électrons, par exemple je mets ces électrons comme ça, et je vais donc devoir nommer chaque électron avec un quadruplé de nombre quantique. Par exemple, je vais prendre cet électron, et je vais le nommer avec un quadruplé de nombre quantique. Cet électron, c'est le premier que je remplis. Selon la règle de Kleczkowski, je le remplis donc par n plus L croissant. Alors évidemment, ici, on sait qu'on a un n qui va être égal à 1, parce que du coup, n, c'est donc le niveau de notre couche. Donc ici, on a n qui vaut 1. Si n vaut 1, bah dans ce cas, L, il est compris entre 0 et 0. Donc je vous le donne dans le 1000, L vaut 0. ML est compris entre 0 et 0, donc je le donne dans le 1000, ML vaut 0. Et MS, lui, peut valoir 1,5 ou moins 1,5. 1,5 ou moins 1,5. En tout, on voit qu'on a donc bien deux électrons qu'on peut remplir. Deux électrons qui peuvent, on va dire, être compatibles avec le triplet n égale 1, L égale 0, ML égale 0. Okay. Puisqu'on a donc deux électrons qu'on peut remplir, on va donc désormais désigner une orbitale par les coordonnées n égale 1, L égale 0, ML égale 0. Et cette orbitale peut être peuplée de deux électrons, un avec un spin 1,5, en tout cas avec un nombre magnétique de spin, non quantique magnétique de spin 1,5, et un autre qui est un nombre quantique magnétique de spin égal à moins 1,5. Globalement, pour les différencier, on va donc en mettre un avec une flèche vers le haut pour dire qu'il a un spin de 1,5, et un avec une flèche vers le bas pour dire qu'il a un spin de moins 1,5. On vient donc ici de créer notre première orbitale moléculaire. Cette orbitale moléculaire, évidemment, elle correspond à n égale 1, on voit qu'on peut la remplir que avec deux électrons, et du coup vous devinez jamais quoi, on a décidé que la première colonne du tableau périodique des éléments, ne posséderait que deux atomes. H, donc l'hydrogène, et l'hélium. Et justement, en effet, l'hydrogène, il va y avoir un électron dans cette orbitale, et l'hélium va en avoir deux. Ok. Cette orbitale, ensuite, on a décidé de lui donner un petit nom. Elle correspond au niveau d'énergie n égale 1, on a donc décidé de la nommer 1. Elle correspond au niveau d'énergie, en tout cas, on va dire au moment cinétique, L égale 0. On a donc décidé, alors on n'allait pas la nommer 1, 0, c'est bizarre, surtout que du coup on va avoir plein d'orbitales avec des niveaux, avec des noms différents. On a donc décidé de la nommer S. L égale 0, ça correspond à un S. Il fallait qu'on prenne, en fait, ça va être lié à sa forme, d'où fait qu'on écrit sharp. Mais ça, limite, c'est pas des considérations hyper importantes maintenant. Ce qu'il y a à retenir, c'est que quand L égale 0, on donne cette orbitale avec un S. Du coup, au final, cette orbitale, on va l'appeler un S. Et dans la 1S, on peut caler deux électrons. On peut caler deux électrons, un avec un spin plus 1,5, avec un spin moins 1,5. Bon, bah ok, super. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire grand-chose. Maintenant, imaginons que je dois caler un électron de plus. Je passe le lithium. Bah, globalement, Kleczkowski il lui dit que je vais remplir par valeur de n plus L croissant en cas d'égalité par niveau de n croissant. Globalement, cette fois-ci, je vais commencer à m'intéresser à du n égale 2. N égale 2. Si je m'intéresse à n égale 2, alors je peux avoir L qui vaut soit 0 ou 1. Je peux avoir dans ce cas ML qui vaut 0 ou alors qui vaut moins 1, 0 ou 1. Ça va dépendre de si L vaut 0 ou pas. Et MS lui vaut toujours moins 1,5 ou 1,5. Ça, ce sont donc toutes les valeurs possibles pour n égale 2. Ok. Alors bah déjà, toutes les orbitales qui ont un n qui vaut 2, on va les appeler 2 quelque chose. On va pas faire compliqué. Ces deux-là, on va les appeler 2 quelque chose. La première, qui correspond à L égale 0, bah on a vu que L égale 0, on appelait ça S, donc on va l'appeler 2S. Ok. C'est la première qu'on va remplir, puisque du coup on remplit par niveau de n plus L croissant. On commence donc à remplir pour n qui vaut 2 et L qui vaut 0, et ensuite pour n qui vaut 2 et L qui vaut 1. Comme ça, 2 avant 3, bien sûr. Concernant l'orbitale 2S, bon bah ML vaut 0, donc on n'a pas de choix, et MS vaut moins 1,5 ou plus 1,5, donc encore une fois on se retrouve avec une orbitale qui est strictement identique à l'orbitale 1S, avec en gros deux électrons qu'on va remplir up, un down. Évidemment, si je mets le lithium, bah, je vais en mettre qu'un seul. Si je mets le beryllium, je vais en rajouter un autre. Voilà. Maintenant, pour les deuxièmes orbitales P,
On a toujours n qui vaut 2, on a L qui vaut 1. Cette fois-ci, on a donc ML qui peut valoir moins 1, 0 ou 1. Et on a MS qui va valoir moins 1,5 ou plus 1,5. On se retrouve donc, en fait, cette fois-ci, je vous laisse calculer, avec en tout 3 orbitales. Bah oui, parce qu'on a n égale 2, L égale 1, ML égale moins 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1. Donc ça nous fait bien 3 orbitales. Alors, ces orbitales, on a L qui vaut 2 et on a L qui vaut 1. C'est une constante pour ces 3 orbitales-là. Peu importe ce que vaut ML, dans tous les cas, N vaut 2, L vaut 1. On a donc décidé d'appeler ces 3 orbitales, qui sont en fait identiques en termes de N et de L, on a décidé de l'appeler 2 parce que N vaut 2 et P parce que L vaut 1. Donc L égale 1, ça donne P. On appelle donc cette orbitale la 2P. Enfin cette orbitale, c'est 3 orbitales, parce que du coup on en a une pour ML égale moins 1, une pour ML égale 0 et une pour ML égale 1. Dans chaque orbitale, on peut placer un électron avec un spin 1,5, un électron avec un spin moins 1,5. Imaginons que je passe donc au bord, le bord possède 5 électrons, je vais donc commencer par placer un électron ici. Maintenant imaginons que je passe au carbone. Le carbone rajoute un électron par rapport au bord, et cette fois-ci on voit que j'ai plusieurs choix. Alors, est-ce que je décide de caler un électron dans la même orbitale, ou est-ce que je décide de caler un électron dans une autre orbitale de P? Eh bien, évidemment, la règle de Kleczkowski ici ne nous aide pas, parce que la règle de Kleczkowski nous dit que de toute manière, on cale juste par n plus L croissant, et ici, justement, on a le même n, on a le même L, donc ça ne nous aide pas. Par contre, la règle de Hund, elle nous aide. Parce que la règle de Hund dit qu'on va essayer de maximiser le spin global. Pour maximiser le spin global, si je me mets dans la même orbitale, donc dans le même trio n, L, ml, je vais devoir prendre ms égale l'opposé, c'est-à-dire ici ms égale moins 1,5. Et ça ne nous va pas, parce que du coup, on diminue le nombre de flèches qui sont alignées dans le même sens. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va devoir se placer dans une autre orbitale, ici une orbitale qui correspond à LML égale 0 ou ML égale 1, par exemple, et qu'on va devoir se placer dans le même sens. Donc par exemple, je vais me placer dans celle-ci, dans le même sens. Imaginons que je passe à l'azote. L'azote, encore une fois, je vais devoir rajouter encore un électron. Cet électron, selon la règle de Hund, il va essayer de se placer pour de manière à maximiser le spin global, et donc le placer dans ce sens-là. Alors on est d'accord, j'aurais pu avoir un truc alternatif où ils seraient tous vers le bas. Ça marcherait aussi. L'essentiel, c'est qu'ils soient soit tous vers le bas, soit tous vers le haut. C'est ce que nous dit Hund. Maintenant, imaginons que je passe à l'oxygène. Du coup, l'oxygène, je vais venir rajouter un électron supplémentaire. Je le rajoute toujours dans les couches n égale 2, L égale 1. Donc, je les rajoute toujours dans les 2P. J'ai le choix entre les ML. Peut-être que ce qui ne me dit rien là-dessus. Et Hund me dit juste que je dois maximiser mon spin global. Alors ici, dans tous les cas, je vais devoir combler une orbitale. En rajoutant un spin de 1,5, si vous voulez, je vais avoir plus 1,5, moins 1,5, ça va faire 0. Donc, dans tous les cas, je vais annuler la valeur d'un spin. En gros, je vais diminuer mon spin global de moins 1,5. Peu importe où je le mets, ça change rien. Donc, autant que je le mette là, par exemple. Ensuite, je vais passer au fluor. Le fluor, je rajoute encore un électron. Toujours sans la même règle, je pense que vous commencez à comprendre. Je mets un électron vers le bas. Et enfin, je passe au néon. Je remets un électron vers le bas. Super. Je vais donc en tout de mettre 10 électrons. Et en effet, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est super. Et je viens donc ici de compléter ma couche 2P. Comme on peut le constater, du coup, la 2S, en tout, je dois caler 2 électrons. Je vais donc avoir 2 éléments qui vont, on va dire, participer à peupler la 2S. Et j'ai 6 éléments qui participent à peupler la 2P. Et devinez quoi? Si on regarde notre tableau périodique des éléments, juste après l'hydrogène et l'hélium, on a justement ici des S, donc enfin, on va dire ici un bloc de 2, qu'on appelle justement le bloc S, et ici un bloc de 6, qu'on appelle justement le bloc P. Et donc, c'est bien fait. Vous comprenez également pourquoi le tableau périodique des éléments va être vachement pratique pour retenir dans quel ordre est-ce qu'on doit remplir nos orbitales. Juste ensuite, on passe à la troisième ligne. La troisième ligne, on a donc de nouveau un bloc de 2, de nouveau un bloc de 6. Vous vous doutez donc de ce qui va se passer. On va encore une fois, alors cette fois-ci je vais changer de feuille, je vais passer cette feuille-là. Je vais probablement refaire un petit diagramme. Alors je vais pas forcément redessiner tous les électrons dans les couches E1S, dans la 2S et dans la 2P. Je vais simplement passer à la couche numéro 3. Alors, dans la couche numéro 3, on commence donc avec cette fois-ci N qui vaut 3, L qui peut valoir 0, 1 ou 2, ML qui va donc valoir 0, ou alors moins 1, 0, 1, ou alors moins 2, 0, moins 1, pardon, 0, 1 ou 2. Et MS qui lui faut toujours 1,5 ou moins 1,5. On voit que là commence à avoir un sacré paquet de valeurs. Encore une fois, on remplit par valeur de n plus L croissant. Les valeurs de n plus L croissant, encore une fois, n égale 3, L égale 0, c'est le minimum. On voit d'ailleurs qu'on remplit du coup n égale 3 et L égale 0 après n égale 2 et L égale 1, puisque Kleczkowski nous dit qu'en cas d'égalité de n plus L, on remplit par n croissant. La 2P, c'est donc n égale 2, L égale 1, donc en tout n plus L fait 3, mais on remplit ça avant n égale 3, L égale 0, puisque n égale 2 c'est plus petit que n égale 3. Je pense que vous avez l'idée. Alors encore une fois, si n vaut 3, ok, on va considérer que L vaut 0, dans ce cas M L vaut 0, MS vaut moins 1,5 ou moins 1,5, on se retrouve donc avec directement ce qu'il faut, à savoir bien qu'on va venir remplir cette couche-là, vous avez capté comment on va l'appeler la couche 3S, c'est super. Encore une fois, on va venir remplir de 2 électrons, c'est le sodium et le magnésium, 11 et 12.
Ensuite, rebelote, qu'est-ce qui se passe si n vaut 3 et que L vaut 1? Bon bah, ml vaut moins 1, 0 ou 1, donc ça va nous faire en tout 3 orbitales. Dans chaque 3 orbitales, on peut contenir 2 électrons. On a donc de nouveau 6 électrons qui vont apparaître de nouveau en bloc S. Et donc on va de nouveau avoir en tout les électrons qui vont se mettre d'abord parallèles pour bien répondre à la règle de Hund, parce que c'est mieux quand on a des spins qui sont alignés, ça favorise l'énergie pour l'atome. Et ensuite, on va venir rajouter des électrons avec un spin opposé. C'est super, on vient de peupler notre couche 3p. Et maintenant, peuplons notre couche n égale 3, l égale 2, sauf que, attention, on arrive dans un cas un peu tricky. Parce que qu'est-ce qui se passe si n vaut 4? Alors, je ne vais pas refaire tout le dessin, mais n peut valoir 1, 2, 3 et 0. ml peut valoir, alors du coup en fonction de la valeur de L, 1, moins 1, 0, 1, puis moins 2, moins 1, 0, 1 et 2, et puis pour 3, vous avez capté entre moins 3 et 3. Alors ce qu'on observe ici, c'est que 3 plus 2, ça fait 5, et 4 et 0, ça fait 4. Et du coup, en fait, ici, on voit que la valeur de n plus l, la plus petite, c'est la valeur qui correspond pour n égale 4 et l égale 0. Donc selon ce qu'on a dit, c'est en fait l'orbital 4s. Donc empire avec 2 électrons. Ensuite, on a le choix entre 4 et 1, donc ce qui fait 5, et 3 et 2, ce qui fait 5 aussi. On remplit par n croissant. On va donc revenir sur la couche numéro 3. Cette fois-ci, on va sur la couche numéro 3 avec un L qui vaut 2. Si L vaut 2, évidemment, ml peut valoir 5 valeurs différentes. On va donc avoir 5 orbitales à remplir. Et devinez quoi, on va remplir chaque orbital avec ms qui vaut soit moins 1,5, soit 1,5. Donc en tout, on va bien caler 10 électrons. On va caler d'abord avec tous les spins parallèles. Et puis quand L vaut 2, on va appeler ça la couche D, par exemple. Et donc on va remplir la couche numéro 3D. Et là, je pense que du coup, vous voyez quelque chose qui est intéressant. C'est que du coup, on retrouve ici le fait qu'on commence à remplir la couche 4S, puis qu'ensuite, on repasse à la 3D. Et ensuite, je pense que vous vous doutez, du coup, la couche suivante, ça va être la 4P. Et en effet, c'est bien la 4P qui va apparaître, puisque du coup, n égale 4 et l égale 1, ça fait un total de 5. 5, c'était obtenable qu'avec n égale 3 et l égale 2, sauf que du coup, comme on remplit par n croissant, on a déjà rempli. Et c'est également obtenable avec n égale 5, l égale 0, sauf que comme on remplit par n croissant, on va commencer par n égale 4, l égale 1. Donc ensuite, on va remplir la 4P. Alors, évidemment, toujours en respectant la règle de Hund. On arrive donc à la fin de l'esquisse du tableau que j'ai dessiné juste ici. Alors évidemment, ce tableau il continue encore. Et je pense que du coup, si vous avez un petit peu le tableau dans la tête, vous devez être capable, sans forcément réutiliser tout le petit artifice que je suis en train de faire là, de comprendre dans quel sens est-ce qu'on va remplir tout ça. Le prochain truc qu'on va remplir, donc après la 4F, donc on a dit qu'on avait la 3D, puis la 4P, on va de nouveau remplir la 5S. Alors je vous laisse vous en convaincre si vous voulez. N égale 0, n égale 5, L égale 0, ça marche bien. Ensuite, on va venir remplir la 4D, puis la 5P, puis la 6S, puis la 4F, puis la 5D, puis la 6P. Évidemment, là, on voit que on a un enchaînement, donc 6 et 0, ça fait bien 6. Là, on passe à 4 et 3, donc 7. 5 et 2, donc 7. 6 et 1, donc 7. Et enfin, après, du coup, c'était 7 et 0, donc 7S. C'est donc bien dans ce sens-là qu'on va remplir toutes les couches qui finissent par 7. Voilà, donc vous voyez qu'au final, on arrive à pouvoir retrouver, donc avec cette règle de Tchaikovsky, dans quel ordre est-ce qu'on doit remplir donc, nos différentes couches électroniques. Alors évidemment, avant 3S, du coup, on retrouve la 3P, puis la 3S, puis la 2P, puis la 2S, puis la 1S. Autrement dit, là, on a la seule couche qui est telle que n plus l fait 0. Là, on a n plus l égale 2, n plus l égale 3. Donc on commence par 2p puis 3s. Ensuite, on a n plus l qui fait 4. Donc on commence par 3p puis 4s. Ensuite, on a n plus l qui fait 5. Donc on commence par 3d puis 4p puis 5s. Puis n plus l qui fait 6. Donc 4d, 5p, 6s. Puis 7, 4f, 5d, 6p, 7s. Et on va continuer ainsi de suite. Je pense que vous comprenez un petit peu la logique, la mécanique. Alors évidemment, tout ça c'est très bien, il y a des gens qui apprennent ça par cœur. Moi, ce que je vous invite vraiment, c'est avoir cette esquisse de tableau dans la tête, parce qu'à partir du moment où vous avez cette esquisse de tableau dans la tête, vous ne pouvez plus vous tromper. Par exemple, vous êtes obligé de bien caler la 4S, puis la 3D, puis la 4P, parce que si vous oubliez les 3D, vous oubliez ici 10 atomes, ça fait quand même les boules d'oublier 10 atomes. Donc forcément, avec cette esquisse de tableau, en fait cet ordre-là se retient même pas par cœur, en fait. Il se retient simplement parce que c'est logique, en fait, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'est super. En même temps, avec la règle de Hund, on voit comment est-ce qu'on est donc capable de remplir les orbitales petit à petit, de manière à maximiser le spin global de l'atome. Surtout, ce qui est génial, c'est que alors, initialement, je vous ai dit du coup, ces atomes quantiques servaient à décrire un électron. Là, je vous dis qu'en fait, ça sert à décrire des orbitales. En fait, on voit bien que, puisque de toute façon, chaque électron va venir se partager, puisque chaque électron va venir se partager chaque orbital va être partagé par 2 électrons. En fait, on peut tout simplement dire qu'une orbitale va être désignée par 3 nombres quantiques,
et ensuite, bien que chaque électron va venir occuper cette orbitale avec ses 3 nombres quantiques, plus -1,5 pour le nombre quantique magnétique de spin, ou -1,5 pour ce nombre quantique magnétique de spin. Donc par exemple, pour l'hélium, qui est donc en 1s2, nos 2 électrons répondent donc au quadruplé. Alors E1, on va donc appeler n égale 1, l égale 0, ml égale 0, ms égale 1,5. Et E2, ce sera n égale 0, n égale 1, l égale 0, ml égale 0, et ms égale -1,5. Tout simplement. Ok, bah du coup c'est super, parce que là on vient donc réussir à voir comment est-ce qu'on peut remplir les différentes couches électroniques. Et normalement, du coup, vous devrez commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on remplit de manière complètement arbitraire la couche 4s avant de continuer à remplir la 3D. Simplement parce que selon la règle de Kleczkowski, 4s c'est 4 plus 0 donc 4, alors que 3D c'est 3 plus 2 donc 5, et on remplit par n plus l croissant. Juste avant de finir, je vous ai dit que cette règle de Kleczkowski avait quelques exceptions, et en effet il en a quelques-unes. Alors par exemple, Chrome est une exception de la règle de Kleczkowski, Chrome 24. Pourquoi est-ce que c'est une exception? Alors je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Le Chrome 24, si on le remplit selon la règle de Kleczkowski, on a donc un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 et 3D4. Ça c'est si on le remplit selon Kleczkowski. Je ne représente pas toutes les orbitales qui vont de toute manière être pleines, mais du coup ça veut dire qu'on va avoir la 4S, puis les 3D, qui seront remplis comme ça. Ce qu'on voit, c'est que si j'enlève un électron de la 4S pour le glisser ici, selon la règle de Hund, je vais plutôt obtenir un truc comme ça. Et là du coup on voit qu'en fait, on passe de 4 électrons qui ont un spin aligné, une orbitale qui est vide, alors que toutes les autres sont pleines au même niveau d'énergie, et une orbitale qui est complètement pleine, à chaque orbitale qui est peuplée par un seul électron. Autrement dit, on passe par une représentation 4s2, 3d4, à une représentation 4s1, 3d5. Et en fait ça, c'est plus stable. Pourquoi c'est plus stable? Parce qu'on a plein d'électrons qui sont alignés dans le même sens, et ça globalement ça traduit de la stabilité. Avoir des électrons qui ont des spins antiparallèles, c'est globalement pas génial, parce que vous perdez en énergie. Donc là, plutôt vous gagnez en énergie, donc vous êtes déstabilisé. Là du coup on a un truc qui est globalement vachement stable. Et en même temps, on voit qu'on a entre guillemets pas eu à choisir quelle orbitale, avec un numéro ml compris entre -2 et 2, on laissait vide. On a donc ici, par exemple, une équation de Kleczkowski qui se comprend bien, c'est plus stable comme ça. Bon. Alors il y en a d'autres, il y a l'or aussi, par exemple, qui est une exception. L'or c'est 79. Alors l'or, je ne vous ferai pas tout le dessin, mais en gros c'est 6S2, c'est 4F14, et ensuite c'est 5D9. Bon, en fait, ça c'est si c'était selon la règle de Kleczkowski. Encore une fois, on va pas avoir ça, on va avoir du 6S1, 4F14 et 5D10. Encore une fois, c'est mieux ici de compléter absolument toutes les couches D, simplement parce que on ne va pas avoir à décider quelle couche D va obtenir, enfin en tout cas quelle orbitale D va avoir un électron célibataire. Donc c'est en fait un peu mieux de faire ça et de laisser un seul électron tout seul dans la couche 6. Alors ces exceptions de la Kleczkowski, il y en a pas mal. Je vous invite éventuellement à checker Wikipédia si vous voulez toutes les connaître. Il y en a genre une dizaine sur les 100 premiers éléments. Donc en fait c'est quand même pas si nul, mais la première exception c'est le Chrome 24, donc en gros jusqu'au Chrome 24 vous êtes tranquille. Globalement, est-ce qu'il faut les connaître? En vrai non, de toute manière si jamais, jamais vous avez besoin de savoir que c'est une exception, ça sera rappelé, donc il n'y a pas trop besoin de les connaître en vrai. Si jamais vous êtes en examen, ça sera rappelé, et de manière générale c'est pas suffisamment important pour que ce soit cool de connaître des exceptions, ça serait. Ok, bon bah voilà, alors du coup on a fait le tour, hein. Vous voyez que c'est quand même mine de rien assez long de tout formaliser, mais finalement on n'a quand même pas dit grand chose. Globalement, tout ce qu'on a essayé de faire dans cette vidéo, c'est essayer de comprendre un petit peu et de formaliser un petit peu pourquoi est-ce qu'on remplit les couches électroniques selon cet ordre-là qui sont complètement arbitraires. On a vu en fait que chaque électron était associé à un quadruplé de nombre quantique qui venait justement quantifier des propriétés de cet électron, ce qu'on est en mécanique quantique. Il y en a un des deux, il y en a un des quatre qui quantifie son énergie, un son moment cinétique, l'autre la projection de ce moment cinétique, et l'autre son moment magnétique de spin. On a vu que ces nombres quantiques pouvaient prendre des valeurs quantifiées, donc par exemple n est compris entre 1 et l'infini, et c'est un entier naturel, donc non nul. L est compris entre 0 et n-1, inclus, c'est un entier. ml va prendre des valeurs entre -l et l entières, donc 2l plus une valeur, et ms va valoir soit -1,5, soit 1,5, puisqu'on a aussi accès à un fermion. Puisqu'on a un fermion, on va donc venir répondre à la règle d'exclusion de Pauli, qui nous dit qu'on a donc 4 électrons qui ne peuvent pas avoir le même quadruplé de nombre quantique. Ils vont également répondre à la règle de Kleczkowski. Alors ça c'est pas lié au fait qu'ils soient des fermions, hein, c'est juste qu'on a cette règle empirique qui nous permet de remplir les orbitales dans le bon ordre pour connaître la configuration électronique des différents atomes. Ça nous dit qu'on va donc remplir par n plus l croissant et en cas d'égalité par n croissant. Ça c'est l'argument un peu empirique qui nous permet en pratique, en théorie, d'esquisser un peu le tableau, même si je vous conseille plutôt de savoir à quoi le tableau ressemble pour être capable de retrouver les configurations, plutôt que de faire l'inverse, parce que c'est quand même vachement plus pratique de retenir le tableau que de retenir ces règles-là et de les appliquer. Notamment, il y a beaucoup de gens qui font une sorte de diagonale, de triangle rectangle, et puis qui
descendre selon la diagonale pour trouver ce genre de schéma des moments. Moi j'aime pas trop, je trouve que c'est beaucoup plus clair de juste dans le tableau. La règle de Hund qui nous précise enfin que pour stabiliser, on préfère avoir des électrons qui ont des spins parallèles parce que c'est plus stable. Et à partir de là, du coup, on peut commencer à remplir des orbitales. Et donc on a vu que au lieu de nommer directement les 4 électrons, les électrons par les 4 différents nombres quantiques, on fait simplement prendre une orbitale, la nommer par 3 nombres quantiques, et ensuite du coup nommer les 2 électrons qu'on y mettait par les 3 nombres quantiques de l'orbitale et le spin de 1,5 ou le spin de -1,5. Donc, par exemple, cette orbitale qu'on avait directement décidé d'appeler 2s, directement donc de nommer par n égale 2, l égale 0 et ml égale 0, et bien ensuite on peut nommer les 2 électrons qui sont à l'intérieur avec ce triplet, plus ms égale -1,5 ou ms égale 1,5. Voilà, enfin du coup ça nous permet donc d'atteindre cette jolie petite série donc, de remplissage des orbitales. Voilà, c'est pas tout ce que j'ai à dire sur là-dessus. On voit que on est quand même malheureusement un petit peu obligé de toucher à beaucoup de choses qui relèvent de la mécanique quantique, à beaucoup de choses qui relèvent de la physique des particules en fait. Donc on voit qu'on est assez frustré sur cette partie parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on est un peu obligé d'admettre et qu'on peut pas vraiment expliquer plus que ça. Alors il y a malgré tout des trucs qui se comprennent, hein. Par exemple le fait d'avoir des électrons parallèles ça stabilise, et du coup globalement la règle de Hund vient de là, ça se comprend. Le fait que globalement on remplisse par plus ou moins niveau d'énergie croissant, donc la règle de Klotchowski qui se comprend un peu, même si en fait on voit que c'est pas vraiment le nombre d'énergie croissant, parce que par exemple on commence par remplir l'orbital 4s avant de remplir la 3D. Donc on voit que malgré tout il y a des trucs qui sont pas totalement nets. Alors, encore une fois on peut relier ça oui mais au moment cinétique, que globalement le moment cinétique va aussi jouer dans l'énergie globale d'électrons, et si on a une 4S, et certes on a une énergie qui est un peu plus importante, mais on a un moment cinétique qui est vraiment tout petit, donc ça on va probablement faire en sorte qu'on a au final un niveau d'énergie qui est moins important qu'une 3D, où on a en fait une énergie qui est moins grande mais un moment cinétique plus important. Donc voilà, on voit qu'on comprend quelques trucs, et on voit également que le fait qu'on ait des fermions, ça nous force à remplir vraiment toutes les orbitales, parce qu'on ne peut pas juste tout stocker dans l'orbitale la plus basse, ce qu'on pourrait faire si on avait des bosons, mais bon malheureusement c'est pas le cas. Voilà, donc c'est une partie qui est un petit peu abstraite, qui est pas méga importante non plus. Ce serait exagéré de dire que c'est ici le truc le plus important qu'on ait vu jusqu'à présent. Mais ça reste intéressant de traiter un petit peu tout ça. Et notamment, du coup, tout ce qui est interprétation des 4 nombres quantiques, c'est quelque chose qui n'est pas formellement tout le temps écrit et appris directement, mais je considère que c'est quand même un truc qui est un peu important de savoir après d'où ça vient et ce que ça traduit, et notamment pour la petite histoire. Je suis à peu près sûr de ne pas avoir eu 20 sur 20 à l'épreuve de chimie orale de Polytechnique, parce que c'est terrible, mais je ne savais pas pour le moment cinétique, donc le fait que le nombre quantique secondaire représente le moment cinétique de l'électron, et je suis pas très sûr que c'est pour ça que j'ai manqué le score parfait. Donc voilà, apprenez, ça peut toujours servir de savoir à peu près à quoi correspondent ces différents nombres quantiques. Écoutez, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine fois on va commencer à parler un petit peu des propriétés des atomes, pour commencer à essayer un petit peu d'établir la réactivité des molécules. Ce sera ce qu'on va faire la prochaine fois. On va encore traiter un peu de tableau périodique des éléments, plus pour très longtemps je pense, mais encore un petit peu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre aussi vite que possible. Et puis sur ce, du coup j'espère que je vous retrouverai pour la suite de la série, et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine.